On a vu la formation. Maintenant, on va voir donc, quels outils peuvent encore nous aider à la préparation de mission. Donc, maintenant, accueillons monsieur Pascal Bat, donc ingénieur commercial chez InnovaTM, dont vous connaissez sûrement le service d'aide à la préparation de vol, DroneKeeper, qui va intervenir donc justement sur la question de la complémentarité et de la nécessité de ces logiciels et applications. Et dans un second temps, il nous parlera et il va surtout nous expliquer ce que sont les U-Space et pour lesquels InnovaTM sera l'un des principaux acteurs sur le territoire français. En tout cas, je vais essayer. Bonjour Pascal. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à Sébastien et Léonore d'avoir insisté sur la formation parce que chez nous, la société InnovaTM, nous sommes éditeurs de logiciels pour la plateforme de préparation de mission DroneKeeper, mais aussi la plateforme de validation par les autorités qui s'appelle U-Space-Keeper. Voilà, comme ça, vous avez le rôle de ces deux plateformes. Donc, je voulais remercier à la fois Éléonore et Sébastien pour avoir bien insisté sur la nécessité d'une formation professionnelle, je dirais. Parce que moi, je rencontre, je ne veux pas dire tous les jours, mais toutes les semaines, des personnes qui se posent des tas de questions et quand on leur demande où avez-vous été formé, où est-ce que vous avez été formé, souvent c'est un petit peu, non, on s'est formé soi-même, avec des livres, avec des connaissances. Or, et je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, il y a cette idée de reconnaissance du monde du drone qui est un peu compliquée à venir, alors qu'il y a une vraie demande et des besoins et des solutions avec le drone. Je pense que plus on va former les gens, en formation initiale, j'entends, mieux on pourra, plus on aura d'impact et de développement pour le drone. Voilà, en guise d'introduction, ce que je voulais dire, simplement. Donc, je remercie les autres, en fait. Tout à fait d'accord avec vous. Donc, je vous laisse vous présenter, en tout cas, et puis votre société. Alors bon, je l'ai fait un petit peu, mais voilà, InnovaTM est une société qui existe depuis 10 ans. Elle a été créée par deux ingénieurs issus de l'aéronautique qui travaillaient déjà dans le drone, mais chez Thales, la maison Thales, on peut les citer maintenant, j'espère. En tout cas, ils ne nous en voudront pas. Donc depuis 10 ans, la première chose qui a été faite, en fait, ça a été la mise à disposition des services de la DGAC au sens large, d'une solution qui permettait de valider les demandes d'autorisation de vol par drone. C'est donc à cette époque-là qu'a été créé U-Space-Keeper. C'était à peu près en 2017, le temps que tout ça se mette en œuvre. Et vers 2020 a été créé DroneKeeper, qui a été porté donc à l'usage des télépilotes. Donc DroneKeeper, ça permet de retrouver l'ensemble des démarches et contraintes d'une zone de vol que l'on a dessinée au préalable sur la plateforme. Voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, U-Space-Keeper, c'est à peu près 80 000 missions validées par an, et on est à peu près dans les mêmes eaux pour DroneKeeper. Et comme c'est une activité qui évolue énormément, on augmente chaque année un peu plus. Avec cette idée, pour l'outil DroneKeeper, c'est qu'il est à l'écoute des télépilotes. En ce sens où nous portons toute la partie démarche et réglementation avec des contacts qui peuvent s'effectuer, enfin les demandes de validation qui peuvent s'effectuer directement depuis la plateforme, mais on essaie aussi de développer des fonctionnalités dans l'autre sens lorsque des télépilotes nous parlent de besoins spécifiques à leur métier. Télépilote n'est pas un métier, c'est surtout l'usage qui va être fait des data pris, des médias pris. Voilà, donc notre but et notre activité, c'est surtout faciliter la vie aux télépilotes. Le télépilote n'est pas un champion, entre guillemets, pardon, mais passez-moi ce mot, mais son métier, c'est pas de préparer la mission. C'est important, c'est essentiel, on vient de le dire. Mais c'est pas son métier. Son métier, c'est de capter des datas, des données, des vidéos et de les rendre, d'avoir un livrable acceptable pour ses clients. Voilà tout simplement. Pour ce qui est de la question, merci Jérôme, comment fonctionne DroneKeeper en 4 étapes. Je dessine ma zone de vol, j'y mets les dates et heures d'intention de vol, évidemment. Je sélectionne une petite partie. Est-ce que je suis en zone peuplée? Est-ce que c'est un drone DJI, par exemple, etc. Je sélectionne mon drone ensuite, mon aéronef, dans une liste importée
depuis Alpha Tango. Et après, vous avez l'ensemble des démarches et contraintes qui apparaissent et que vous pouvez, au travers d'un mail qui récapitule l'ensemble de la préparation de mission, vous pouvez adresser ce mail aux autorités compétentes. Pour faire très simple, en 4 étapes. Voilà. Bah, pour l'avoir essayé, je vous rejoins sur le point. C'est vrai que tout est conditionné, notamment quand on sélectionne son drone, après sur savoir si on est en agglomération ou pas. Donc non, c'est vraiment en tout cas une bonne aide. Et justement, je reprends un peu la question que vous avez un peu répondu tout à l'heure. C'est une véritable aide ou un risque de rendre quelquefois les exploitants moins autonomes sur leur de déclarer? Alors, je vais me faire l'avocat du diable. C'est une aide qui autonomise, mais qui n'empêche pas la responsabilité du télépilote. Auquel cas, bien entendu, c'est à lui alors, de vérifier les informations qu'on lui porte. Non, dans le sens où, lorsqu'on lui porte les informations, elles ont déjà été vérifiées par nos soins. Cependant, rien n'empêche pour lui de se tenir au courant, Sébastien l'a bien rappelé tout à l'heure, avec toutes les évolutions qu'on peut avoir tout au long de l'année. On parlait tout à l'heure de l'évolution vers la réglementation européenne. C'est sous 2 ans maintenant, c'est 2025 de mémoire. Alors elle cohabite aujourd'hui, néanmoins il faut se tenir au courant de toutes les évolutions qu'il peut y avoir, et notamment celle qui va concerner les use space, qui est une réglementation sans être une réglementation, mais qui aura un impact, bien évidemment, sur les télépilotes et leur préparation. D'accord. Oh là, il y a du monde qui arrive là. Ça arrive. Justement, en parlant de télépilote, est-ce que les utilisateurs ont une part, quelque part de contribution dans ce que vous êtes à l'écoute? Alors, c'est plus que ça. C'est plus que ça. En fait, chez InnovATM, nous sommes une trentaine d'ingénieurs. Pour la plupart, nous ne sommes pas télépilotes. Pour être tout à fait honnête, il y en a 2. Voilà. Donc, on n'est pas du tout télépilote. Cependant, on sait traduire en langage codé informatique les besoins que rencontrent les télépilotes sur le terrain. Alors, toutes les informations qui pourraient aider de manière collective, collaborative, à améliorer les fonctionnalités de DroneKeeper, nous sommes à l'écoute. Je vais citer comme exemple, sans citer de nom, mais nous avons un client important qui a 150 télépilotes à gérer. Donc, grosse équipe, on va dire, évidemment, 150 télépilotes, c'est assez énorme. Ils nous ont demandé de créer des mini-équipes par région, donc jusque-là tout va bien, mais de savoir pour chaque télépilote qui vole à quelle heure en temps réel, d'une part, en planification également, et de pouvoir gérer également les heures de vol. Vous savez qu'en fin d'année, il faut déclarer le nombre d'heures de vol effectuées, sous tel type de scénario, etc. Donc tous ces éléments-là, on les a déployés, développés à la suite de l'identification de leurs besoins qu'ils nous ont formulés. Voilà. C'est un des exemples. J'en aurai d'autres, comme par exemple pour les pompiers, avec qui on peut travailler. On ne travaille pas avec tous les pompiers de France, c'est dommage, mais bon, ça viendra peut-être. En tout cas, la problématique des pompiers, lorsqu'ils ont un incendie qui se déclare, ils sont prévenus. S'ils devaient attendre 5 jours pour envoyer le drone, pour dire voilà, on aimerait bien faire quelques images, ça n'a plus de sens, quoi. L'idée étant d'intervenir directement. Donc, on a mis en place avec eux des protocoles d'accord qu'ils avaient déjà, en fait. Ils passaient des coups de fil pour pouvoir envoyer, mais entre passer 5 coups de fil et passer moins de 2 minutes à préparer sa mission et envoyer un mail de notification, d'information à toutes les autorités, voilà, ils ont gagné un temps fou, parce que tout ça peut être même fait sur leur tablette depuis le véhicule qui les amène sur le site. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous la mission opérationnelle, c'est-à-dire que quand ils ont une mission et qu'ils décalent, quand ils partent sur le site, le temps d'y arriver, ils ont déjà informé les autorités qu'ils sont en train de voler ou presque. D'accord. Donc voilà par exemple. Après, je dirais bienvenue à tous, bienvenue à tous les messages qui pourraient aider. Encore une fois, c'est une plateforme collaborative, c'est ça qui est intéressant. On partage. Si ça peut servir à plusieurs secteurs d'activité, je ne sais pas, l'agriculture, le BTP, que sais-je encore, plein d'autres, bien évidemment. Si ça peut servir au plus grand nombre, on mettra la fonctionnalité en place. Merci. Des évolutions peut-être attendues ou souhaitées sur… Souhaitées, européen. On parlait tout à l'heure d'Europe. Je participe à
aux premières négociations pour essayer d'étendre d'avoir un drone keeper, je dirais, européen. Voilà, tout ça se fera pas à pas, hein, ce ne sera pas demain pour les impatients. La complexité, elle est dans la réglementation et c'est surtout le niveau d'application de la réglementation dans chaque pays européen. Je parle de la communauté européenne. Là. Vous n'aurez pas la même application en Allemagne ou en Pologne, par exemple, pour parler de ces deux-là. De la même manière en Espagne, en Italie, etc. Donc, tous n'ont pas non plus des solutions offertes, hein, des solutions du type Drone Keeper, qui permettent de préparer une mission et d'adresser sa demande aux autorités. Donc, tout ça est en cours d'essayer d'avoir quelque chose qui soit uniforme au niveau européen, comme l'est l'Europe, je dirais, finalement. Oui. Ok, bon, bah, très, très bien. Merci en tout cas pour cet échange sur Drone Keeper. Je vous propose maintenant qu'on aborde en tout cas les U-Space, hein, parce que les U-Space, quelque part, c'est pour demain. Je mettrai une petite nuance, je dirais après-demain. Après-demain, d'accord. Alors, oui, on pourrait dire. Alors, petit point d'abord sur une définition des U-Space. Voilà, merci pour l'image. Alors, on imagine là un peu l'idée, c'est de gérer l'espace aérien basse altitude avec un volume de drones qui serait plus important qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire d'un point A à un point B, avoir des livraisons qui se fassent d'un point A à un point B de manière régulière. Je vais dire toutes les demi-heures, par exemple. C'est un exemple qui n'est pas forcément concret, mais voilà. Par exemple, toutes les demi-heures, avoir un drone qui aille du point A au point B et retour, hein, bien entendu. Par exemple. Alors, je parle là de courte distance, évidemment. Hein, après, quand on va allonger les distances. Donc, on comprend bien que quand on a une autoroute, comme on les a appelées, chez InnovATM, chez Drone Keeper, et U-Space Keeper d'ailleurs, quand on a une autoroute de drone, bien évidemment, il faut à la fois tenir compte de son propre vol, savoir s'il n'y a pas d'obstacle, si on est bien dans la réglementation, tenir compte des autres dronistes, drones qui viendraient en croiser le corridor, mais également de toute l'aviation commerciale, si j'ose dire, aussi militaire, mais commerciale, qui peut ressembler à des avions, mais aussi des ULM, mais pourquoi pas aussi les hélicoptères du SAMU, etc. Voilà, il faut que tout ça soit en harmonie, je dirais. Et le mot n'est pas vain, je dirais en harmonie. Donc, le rôle du gestionnaire de U-Space que nous sommes, c'est la mise en œuvre de l'ensemble de l'infrastructure en termes de plateforme, c'est-à-dire être capable d'identifier chaque mouvement dans le ciel, qu'il soit basse ou haute altitude, en temps réel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est capable de la reporter et d'informer l'ensemble des protagonistes, acteurs du ciel que l'on gère, ou de la partie de ciel que l'on gère, on va dire. Le deuxième point, c'est pour ça, il faut des infrastructures au sol. Hein. On n'a rien inventé là-dedans. Ça va être des antennes, ça va être la mise en œuvre d'un ensemble de capteurs, d'écoute, quelque part, qui vont nous permettre d'identifier qui est qui et qui fait quoi. Je dis bien d'identifier, puisque dans ces U-Space, tous ceux qui entreront seront identifiés ou identifiables. Évidemment, vous allez me dire, il peut toujours y avoir des drones malveillants, comme on les appelle. Bien cela, comment dire, s'ils sont détectés à un moment donné, selon le type d'antenne que l'on aura déployé, parce que ça dépend du corridor, seront tout simplement interceptés. Alors, pas forcément par nous, hein. Nous, on est... Attention, on ne peut pas tout faire non plus. Et puis, c'est pas avec une puisette à papillon que ça va marcher. C'est pas aussi simple que ça, bien entendu. Mais ceci étant, voilà, ça fait partie des éléments qui nous demandent. Aujourd'hui, les ASA demandent, alors par l'intermédiaire de la DGAC, hein, d'avoir ces 4 services de base lorsqu'on est USSP, U-Space Service Provider, donc fournisseur de services U-Space, que sont là les autorisations de vol, ce qu'on fait déjà avec U-Space Keeper, la géovigilance, hein, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'il y a dans notre corridor, l'identification du réseau, savoir qu'il est là, mais savoir aussi qui entre dans ce réseau, bien entendu. Tout ce qui va concerner... on a rajouté, nous, là, la météo, etc., mais les informations sur la circulation à l'intérieur.
Et on a mis ces deux, pardon, je me perturbe là tout seul. Il y a mon chat qui gratte, en fait, voilà, pour tout vous dire. Je suis à la maison, il y a mon chat qui gratte à la fenêtre, tu veux partir. Donc, il y a ces deux services complémentaires que sont la météo et le contrôle de la conformité du vol, hein, tout simplement. Ok. Donc, vous avez plus ou moins répondu, en tout cas, à une question que je voulais vous poser, qui était de savoir s'il y avait des protocoles d'accès, autorisations et dérogations. Donc, vous avez plus ou moins... Alors, autorisation, il va y avoir... Dérogation. Voilà, le fait d'avoir un use space, où que ce soit, ça crée une nouvelle démarche, une nouvelle contrainte pour pouvoir entrer. C'est-à-dire, ça peut être naviguer complètement dans cet espace ou bien simplement le traverser, par exemple. Ou avoir une partie de ma zone de vol qui entre et qui ressort, etc. Hein, voilà. Ça va demander à ce que vous déclariez, en tant que télépilote, une demande de validation pour pouvoir effectuer ce vol dans cet espace-là, même s'il n'est pas entièrement dans le use space, hein, bien entendu, même s'il ne fait qu'entrer et ressortir sur, je sais pas, 20 mètres, par exemple. Hein. Si tu permets, Jérôme, que je pose une question à Pascal. Ouais. Donc, une question qui est posée sur le fil de discussion concernant le péage. Donc, effectivement, si vous faites un travail, on imagine que vous allez être payé pour ça. On aimerait bien, oui. Il va falloir que quelqu'un paye. Donc, est-ce que ça va être les opérateurs? Est-ce qu'on a une idée? Je pense qu'on n'en a pas, mais est-ce qu'on a une idée des coûts? Est-ce qu'il y a une concurrence sur ce marché? Est-ce que vous serez les seuls en France ou est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'on peut craindre une concurrence d'opérateurs USSP qui ne soient pas européens? Alors, USSP non européen, dans l'immédiat, je ne pense pas. Par contre, lorsque nous sommes en cours on est USSP Extended, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec l'ERANS, notamment et Thales par exemple, on a été lauréat de l'appel d'offres de répartition des CTR en France, etc. Nous sommes en cours de certification, ça devrait arriver juste avant l'été ou à peu près, en fonction. Et le premier use space devrait arriver quand? Ah, bonne question, excellente question. Les tests auront lieu en juillet, second semestre, je dirais, pour être large. On aimerait bien que ça aille plus vite, mais ce n'est pas aussi simple à mettre en œuvre que ça. Pour une simple raison, hein, c'est que pour l'instant, première chose, ces use space pour lesquels moi je travaille, en tout cas pour lesquels on a des projets sérieux, concernent tous le domaine de la santé. Qui dit santé, dit d'un hôpital à un laboratoire ou d'un hôpital à un autre hôpital, etc. Donc, on est forcément en zone peuplée, ce qui crée évidemment des difficultés pour le choix du drone, qu'il soit suffisamment sécurisant pour, en cas de chute, en cas de problème, qu'il ait le moins d'impact possible. Et ça, on est dans la négociation, évidemment, avec les autorités pour essayer de trouver le meilleur des drones, d'une part. Aucun drone n'est certifié au niveau souhaité par la réglementation aujourd'hui. C'est là un peu notre décalage. Mais l'ensemble de ces certifications, enfin, en tout cas pour 3 au moins, va arriver d'ici cette fin d'année. Donc d'ici cette fin d'année, on aura tous les outils. Les drones, les use space, on a juste à les mettre en place. Et les études préalables pour la mise en œuvre des use space, je vous parlais d'un hôpital à un autre hôpital, c'est l'étude des densités de population, par exemple, qui nous permet d'être dans des classifications. Au niveau des coûts? Les coûts pour qui? Pour nous, très cher. Pour l'opérateur qui doit réaliser une opération au sein de ce use space. Alors, l'opérateur, il n'y a pas de modèle figé, je tiens à le préciser aujourd'hui. Le modèle figé, c'est un péage qui peut tourner aux alentours de 10 €. Le péage, donc la déclaration en fait. Mais ça, ce n'est pas un modèle figé. Le modèle économique, véritablement, va dépendre du volume généré par le premier donneur d'ordre, celui qui a besoin, l'hôpital par exemple, qui a besoin de faire voler des drones pour des échanges entre 2 places. Selon ce volume, on pourra peut-être réduire ou ajuster les coûts pour les opérateurs. Mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire, en fait. Il y a 2-3 modèles économiques.
on pourrait imaginer, je ne vais pas monopoliser parce qu'il y a d'autres intervenants après, mais on pourrait imaginer que ce soit l'hôpital qui paye puisque c'est lui qui utilise le U-Space. Oui, tout à fait, mais il se peut aussi qu'il ne soit pas seul à utiliser le U-Space. Il se peut à terme qu'il y ait dans un U-Space plusieurs utilisateurs. Je pense par exemple au domaine de la santé, au domaine de la logistique, avec qui on travaille également, pour des livraisons un peu plus conséquentes. Pourquoi pas, à un moment donné, les taxis-drones, hein, dont on a tous vu qu'ils allaient être utilisés peut-être au JO de 2024. Ouais. Et bien, pourquoi pas mettre tout ce monde dans ces corridors et répartir les coûts. Sur ces bonnes paroles, je vais reprendre la main pour le coup. Donc bon, alors oui, le coût de la redevance, bon, c'est bon, c'est la question qui a été posée. Donc, mais encore une fois, c'est pas figé là aujourd'hui. J'insiste beaucoup. Voilà. Après, juste Jérôme, pour répondre à votre question, quand ça va arriver, vraisemblablement, peut-être quelques-uns deuxième semestre. Une bonne partie va vraiment arriver sur 2024-2025, on va dire. Voilà. Nous, on a à peu près, je dirais, entre 30 et 40 corridors pour lesquels on fait les études actuellement, sur toute la France. Donc, il n'y en a pas qu'un, quoi. Hein. C'est important de le comprendre. C'est un vrai bouleversement si c'est accepté par la société. Tout à fait. C'est vrai que ça va changer, on va dire, le paysage de regarder en l'air et de voir des drones circuler. Pour le coup. Merci en tout cas, Pascal Ball, de nous avoir parlé en tout cas déjà de DroneKeeper. Donc, je pense aussi sans nul doute que les U-Space seront intégrés à terme dans DroneKeeper. Complètement. À partir du moment où on aura, enfin, c'est déjà le cas, je veux dire quelque part, mais à partir du moment où on utilisera DroneKeeper, on aura accès au U-Space, le cas échéant, et donc les déclarations seront directement adressées sur le U-Space, hein, au gestionnaire du U-Space, donc InnovATM, nous. Alors l'avantage, c'est que les réponses seront quasi immédiates si la place est disponible, je dirais. Voilà. Donc ça ira plus vite de ce côté-là. Merci Pascal Ball, donc de InnovATM, pour cette intervention.